Selon ses proches, le chanteur Prince n'aurait pas dormi pendant 154 heures, soit 6 jours consécutifs avant son décès. Le chanteur Michael Jackson, lui, souffrait d'insomnie chronique et absorbait quantité de propofol, un anesthésiant puissant qui lui permettait de se reposer. Lorsque ces deux icônes de la musique, qui sont des objets de fantasme pour tous et de rumeurs, ont trouvé la mort, c'est sur leur sommeil détraqué que s'est cristallisée l'attention. Comme si le manque de sommeil aurait pu être la raison de leur décès. Or, on ne meurt pas de l'absence de sommeil, contrairement à ce que peut laisser croire par exemple la mythologie grecque et la figure d'Hypnos, dieu du sommeil, frère jumeau de Thanatos, dieu de la mort. On ne meurt pas d'un manque de sommeil, comme l'a montré de façon plus rigoureuse et scientifique l'expérience qui a été menée en 1964 avec Randy Gardner, expérience au cours de laquelle celui-ci a pu rester éveillé pendant 11 jours consécutifs et récupérer en simplement 2 nuits. Au-delà de Michael Jackson et de Prince, ces deux histoires nous révèlent le rapport ambivalent et ambigu que nous entretenons au sommeil et à ce qui l'abrite, ce qui l'héberge, qui semble échapper à notre contrôle et à notre surveillance et à notre conscience, le rêve. En grec, comme en arabe, le mot rêve signifie dans le sommeil. Durant le sommeil, l'homme vit en effet une autre vie. Une vie qui lui échappe, qu'il ressent comme réelle. C'est la propre de l'homme et du rêve. L'homme croit en ses rêves, du moins le temps qu'il rêve. Et quand il se réveille, il se les remémore parfois, avec ses incongruités, ses incohérences, sa façon décousue de se présenter et sa charge émotionnelle. C'est pendant leur sommeil, pendant leurs rêves, au moment où ils sont les plus vulnérables, les plus fragiles, que les hommes sont, selon les croyances populaires, visités. La mythologie est ainsi peuplée de démons qui viennent nous hanter durant notre sommeil. Incubes, succubes, Dorlis antillais, venus abuser les dormeurs pendant leur sommeil. Ou Freddy Krueger, le héros du film des Griffes de la nuit, qui va entrer par la porte du rêve pour venir voler des vies, pour nous tuer. Si le sommeil nous soustrait au monde, à l'activité productive, et même à nous-mêmes, ce n'est pas pour autant du temps gelé. Nous sommes programmés biologiquement pour dormir. Dormir est un besoin biologique qui est réglé par notre horloge interne, appelée horloge circadienne, dont le cycle est un peu supérieur à 24 heures, 24h15, 24h30, et qui est synchronisé sur l'alternance du jour et de la nuit. Nous sommes donc réglés par cette horloge et également par un processus qu'on qualifie d'homéostatique, qui fait que lorsque nous sommes fatigués par les efforts du jour, les sollicitations, l'activité, nous cherchons à trouver un repos régénérateur afin de maintenir ou de rétablir notre équilibre physiologique interne. Ainsi, le sommeil serait-il l'équivalent d'un reboot d'ordinateur. Ultra sollicité pendant le jour, notre cerveau pourrait, durant la nuit, se réinitialiser, se reconnecter sur sa programmation génétique initiale. Il est d'ailleurs intéressant de noter que pendant la nuit, un liquide qu'on appelle cérébrospinal se diffuse dans notre cerveau afin de nous nettoyer des déchets, des impuretés générées par les cellules du cerveau. A contrario, en cas d'insomnie, nous devenons facilement irritables, nerveux. Nous mangeons mal, nous mangeons gras, nous mangeons sucré. Notre concentration s'amoindrit. Dans un cas extrême, comme celui décrit par le film The Machinist, où le personnage principal joué par Christian Bale souffre d'insomnie chronique depuis plus d'1 an, il n'aurait pas dormi depuis 1 an dans le film, nous connaissons avec lui des bouffées paranoïaques et nous nous interrogeons. Est-ce de la somnolence ou du délire? Est-ce la réalité ou des hallucinations? Est-ce que le manque de sommeil rend fou? Mais là, nous sommes face à un cas critique qui n'est que de la fiction. Tout le monde dort,
Chacun d'entre vous l'a pu le vérifier. Chaque nuit, un adulte dort en moyenne entre 7 et 8 heures. Que va-t-il se passer durant ce laps de temps? Avec ces cycles successifs d'une durée moyenne de 90 minutes, le sommeil est une aventure digne des récits homériques, où tout dormeur, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son statut, quel que soit son pays, sa culture, tout dormeur, donc, va traverser le sommeil de façon invariable. Il va rencontrer différentes phases. La phase d'endormissement, la phase de sommeil lent, puis la phase de sommeil lent et profond, cette phase où il est très difficile de se réveiller, et enfin le sommeil paradoxal, qui serait le siège privilégié de nos rêves. Quand on réveille des dormeurs pendant cette phase de sommeil paradoxal, 8 sur 10, 80% d'entre eux, vont déclarer avoir le souvenir d'être en train de rêver. Durant cette phase, on a pu observer cliniquement que les yeux du dormeur bougeaient rapidement, que son sexe du dormeur était en érection, mais que les muscles de son corps étaient comme paralysés, figés, rigides. Et encore plus surprenant, l'activité cérébrale du dormeur est intense, elle est même équivalente à celle du jour. Sommeil paradoxal donc, puisque le corps est comme mort, mais la tête fonctionne à plein régime. On pourrait de façon simplifiée définir le rêve comme le témoignage de l'activité cérébrale pendant la phase du sommeil paradoxal. Car même si l'activité onirique se produit tout au long du cycle du sommeil et tout au long de la nuit, ce sont les rêves nés pendant la phase du sommeil paradoxal qui fascinent le plus les civilisations, les cultures, et qui demeurent le foyer inépuisable de production d'imaginaire, de mythologie. Ce sont en effet des rêves incroyablement denses, incroyablement riches, mais également extrêmement confus, extrêmement étranges et chargés émotionnellement. Pendant l'Antiquité, ou encore au Moyen-Âge, ils étaient attribués à des puissances supérieures, des dieux, des invisibles, des ancêtres, des morts, ou même des démons, des diables. Et on leur conférait une portée oraculaire. Ils disent, en somme, l'avenir. Les rêves nous renseigneraient sur ce qui n'est pas encore advenu, sous la forme d'énigmes, de symboles cryptés, obscurs, que seuls ceux qui maîtrisent l'art d'interpréter les rêves, les onirocrites, peuvent déchiffrer à notre profit. Avec les avancées de la science, les dieux ont été chassés des rêves. Et l'aspect chaotique, déstructuré que ceux-ci présentent n'est plus aujourd'hui attribué à des puissances divines ou supérieures, mais à des réactions organiques. L'amygdale, zone de nos émotions, est très active pendant la phase du sommeil paradoxal, tandis que dans le même temps, le cortex préfrontal, qui est le siège des fonctions de contrôle, d'orientation de l'attention et de la surveillance, est mis en veille. Ce serait là l'explication du côté étrange, confus de nos rêves. Avant même les neuroscientifiques, il faut dire, et avant même l'apparition de dictionnaires de rêves qui peuvent être très largement et très facilement critiqués pour leur symbolisme creux, les philosophes avaient déjà entrepris cette tâche dès l'Antiquité. Aristote doutait par exemple de la fonction oraculaire des rêves en se demandant pourquoi les dieux iraient parler à des hommes sous une forme aussi cryptée, aussi énigmatique que sont les rêves. Le médecin Hippocrate, lui aussi, en doutait des rêves, de leur fonction prédictive ou prophétique, et voyait en eux une simple réaction de l'organisme du rêveur, une simple réaction au chaud, au froid, à la faim. Toutefois, le credo scientifique ressemble davantage à un contournement de la question posée par le rêve qu'à sa résolution. Le rêve nous pose des questions en tant qu'activité humaine, sociale et psychique. Certes, nous sommes déterminés biologiquement à rêver. Certes, c'est une activité instinctive, voire instinctuelle. Elle est non réfléchie et non volontaire. Mais alors pourquoi le rêve prend-il la forme d'images, de situations qui sont tirées de nos expériences personnelles passées?
expériences personnelles passées plutôt que des compositions abstraites qu'on pourrait retrouver par exemple dans des peintures, celles de Pollock, celles de Richter ou encore celles de Rothko. Pourquoi le rêve, s'il s'agit d'une illusion, s'il est insignifiant, continue-t-il à vivre après le réveil? Pourquoi le message du rêve, si obscur, si bizarre, nous hante-t-il, nous obsède-t-il autant parfois, suscitant le besoin de nous confier à des proches d'ailleurs, et pas à des étrangers, comme si le rêve révélait une dimension très intime de chacun. On voit bien, le rêve n'est pas simplement une réaction biologique, c'est aussi un récit que l'on va raconter, qu'on va partager socialement. Dès lors, entre en jeu la question de l'interprétation des rêves. C'est à cette activité que se livrait le célèbre Artémidore de Daldis dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Ce même Artémidore auquel Freud rendit hommage dans son célèbre livre L'interprétation des rêves. Artémidore de Daldis se penchait sur les visions envoyées par les dieux aux hommes et s'intéressait également, et c'est sa singularité, au contexte dans lequel le rêveur avait rêvé, c'est-à-dire ses difficultés, sa situation concrète dans le monde. Et c'est ce qui lui permettait ensuite de livrer et de proposer une interprétation. En 1899, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, va formuler une théorie générale et une véritable science de l'interprétation des rêves. Il va proposer une théorie du rêve qui va rentrer dans le cadre de sa théorie globale de l'inconscient. Aux orinocrites qui maîtrisaient l'art d'interpréter les rêves, Freud va concéder effectivement que le rêve n'est pas dénué de sens, il n'est pas dépourvu de sens. Le rêve détient un savoir. Il détient un savoir sur le rêveur qu'il n'est nullement besoin d'aller chercher chez les dieux, qu'il faut aller chercher plutôt chez le rêveur lui-même, dans son inconscient. Au tenant de la science, Freud va faire le reproche de résumer le rêve à un déterminisme purement biologique et de négliger la réalité psychique du sujet qui rêve. Il va pourtant plier aux critères scientifiques en analysant et en proposant une théorie du rêve à travers l'étude de cas cliniques. Il aura donc fallu attendre Freud pour réussir enfin à faire entrer le rêve dans le rêveur, loin des dieux et des déterminismes biologiques. C'est le rêveur qui rêve, à la fois sujet et objet de son rêve. Mais c'est une toute autre question que nous aborderons lors d'une prochaine séance.